Alors, on intervient auprès de gens qui ont des problèmes de santé mentale, de toxicomanie, des problèmes avec la justice et qui ont habituellement un pied ou deux dans l'itinérance. Donc, c'est des gens qui vivent des problématiques multiples. Bon an, mal an, c'est près de 2000 personnes qu'on accompagne au niveau des 6 volets de services existants. Services de crise avec les policiers, du suivi des densités variables, l'hébergement transitoire, du travail de rue, formation et développement du logement social. Donc, on est né dans l'intersectorialité et nous avons grandi là-dedans. Je pense qu'il doit y avoir une centaine d'études qui démontrent l'importance d'intervenir auprès des populations au niveau de leur qualité de vie, de leur bien-être, de leurs conditions générales d'existence. Alors, la possibilité d'intervenir en réseau local par rapport à ces déterminants de santé-là, ça ne fait plus aucun doute pour personne. La difficulté, c'est d'implanter une pratique intersectorielle dans un réseau où il y a des acteurs très puissants, il y a des budgets énormes et lorsque vous êtes le plus petit partenaire de tous, il y a ce que j'appelle un peu la darwinisation du réseau de santé. Hein. Le plus gros partenaire, c'est les services de troisième ligne qui ont une certaine influence, une influence certaine sur la deuxième ligne, qui en a une sur la première, étant les CSSS. Et à la fin du processus, vous avez les organismes communautaires et les utilisateurs de services. Donc, ce n'est pas toujours facile de mobiliser les partenaires dans un travail intersectoriel pour des questions qui m'apparaissent très, très importantes, très inquiétantes même. Je suis très préoccupé par ce qui se passe dans les réseaux locaux. Tout se passe comme si on avait confondu l'approche populationnelle avec le contrôle populationnel. Une idéologie de gestion dans le réseau de santé actuellement qu'un sociologue français a appelé l'idéologie gestionnaire. Donc, il se résume à quelques éléments, un peu comme dans les grandes multinationales. Il y a une façon de faire, c'est celle que l'on veut appliquer et imposer aux autres partenaires. Et vous allez voir, je crois quand même aux réseaux locaux de services, là, si on peut changer notre culture. Deuxième élément, c'est de dire que tout va bien. Je ne sais pas ce qu'on a au Québec à parler d'innovation d'un côté de la bouche, puis de l'autre côté de la bouche, à toujours vouloir éviter de se remettre en question. Parce que l'innovation, parce que je voyais votre affiche tout à l'heure, l'innovation vient avec une capacité, une pensée critique qui peut remettre en question un certain nombre de choses. Alors ça, c'est très, très difficile actuellement dans les réseaux locaux de services d'en arriver à cette remise en question-là parce qu'en vertu de l'idéologie gestionnaire, souvent, on dit que, il y a une façon de faire, c'est celle qui vient d'en haut, celle du ministère, celle des agences. Deux, on va dire que tout va bien, il n'y a pas de problème dans notre réseau. On a des statistiques qui démontrent que tout va bien. Moi, je remets en question cette idée que les stats que l'on fait, qui ne sont pas toujours pertinentes, qui sont reliées à un processus de reddition de comptes dont je ne vois pas toujours la finalité puis l'efficacité. Puis troisièmement, on dirait que, puis je reprends ça Jacques Parizeau qui disait il n'y a pas si longtemps, qu'on dirait qu'au Québec, quand on pose une question, quand on veut remettre en question un certain nombre de choses, on est un vilain, avec les vilains petits canards. Moi, je pense qu'une pratique innovante ne peut pas aller sans une certaine remise en question. Et je suis assez surpris que tout le monde se tire sur la biographie de Steve Jobs parce qu'il a une pensée différente des autres, et puis on l'encense là-dessus. Mais dès que vous avez cette pensée-là, du moins en santé mentale, parce que j'ai passé 30 ans de ma vie dans le domaine de la santé mentale, vous dérangez. Vous dérangez, c'est pas la façon de faire. Si c'est quelque chose qui n'a pas été nommé par les orientations ministérielles ou l'agence, vous êtes un peu le paria de service. Donc, je trouve qu'il y a énormément de travail à faire pour que les réseaux locaux de services donnent les fruits qu'ils pourraient donner. Tout se passe comme si, depuis que, je pense que c'est la loi 95 là, qui a créé les C3S, euh, on s'est probablement, par cette responsabilité populationnelle-là, crispé comme organisation. Hein.
wow, on a dit demain, tout à coup, nous sommes devenus responsables d'un tas de domaines et de dossiers dont on n'avait pas la responsabilité avant. Donc, j'appelle ça une sorte de crispation qui a fait en sorte que dans les faits, on ne voulait pas se tromper, on voulait bien faire. Et en même temps, on s'est dit, la meilleure façon de faire peut-être, c'est de préparer un plan de match entre nous. C'était peut-être normal aussi à ce moment-là, puisqu'on jumelait ensemble des organisations qui n'avaient pas nécessairement choisi d'être mariées ensemble. Mais ça a eu pour effet que le réseau local de services a été probablement la dernière chose à laquelle on a pensé dans les 5 dernières années, que ce soit ici à Québec ou au Québec. Les informations que j'ai, en tout cas du moins concernant la participation des organismes communautaires à une réelle planification de services. Oui, il y a eu les plans d'action clinique qui ont mobilisé beaucoup les gens au début, mais je vous dirais qu'à Québec, il n'y a probablement pas 20 des plans d'action clinique qui ont été réalisés. Bon, soyons optimistes, 25 ce qui veut dire qu'on a mis tellement d'énergie à façonner les C3S et à s'imaginer pour certains cadres supérieurs de CSSS que la responsabilité populationnelle, il fallait aussi contrôler tout le processus des services qui en a découlé. Et aussi, certains collègues communautaires vivent ça comme ça, pensent que ça a été une opération aussi, que, enfin, pour une fois, au moins dans le domaine de la santé mentale, comme on est des partenaires ou voire des compétiteurs dans le secteur de la santé mentale, on a dit, bon, on va d'une certaine façon régler nos comptes avec le communautaire, puis on va en faire des sous-contractants de luxe, à la limite, des gens qu'on va consulter si ça nous tente. Je vous raconte un peu l'esprit, là, c'est pas scientifique ce que je vous dis là, mais c'est la perception assez généralisée des groupes communautaires que ce modèle-là, il est préoccupant parce que je vous dirais qu'à Québec, ne prenons que Québec, je pense que depuis 3 ans, il n'y a pas eu, ou 2 ans et demi, 3 ans, une rencontre touchant le réseau local de services et la possibilité de réunir les gens, puis de regarder nos problèmes sur le territoire et de les régler. Au moment où on se parle, les refuges en itinérance débordent. Il y a 5000 utilisateurs de drogue par injection, puis on ne discute même pas, ou encore la possibilité, de façon vraiment concrète, de mettre des sites d'injection supervisés. Je trouve que à côté de tout ce discours-là, dans les faits, si on regarde les faits, il y a peu ou pas de choses qui se sont réalisées. Cette espèce d'opération-là importante de création de C3S a fait en sorte qu'en cours de route, probablement qu'on a oublié le réseau local de services. La force du réseau local de services, au moment où on se parle, la répartition budgétaire, par exemple, parce que souvent, on ne veut pas en parler dans nos chaumières, la répartition budgétaire. Je vous donne un exemple. À Québec, il y a 5 ou 6 ou 7 ans, il y avait une commission régionale de santé mentale où les organismes communautaires pouvaient avoir droit d'orienter les discussions concernant les budgets. Depuis la création de C3S, et même avant cette création-là, il faut le dire, ce n'est pas les méchants C3S, là, cette commission-là a été abolie. On a même eu un projet clinique où on demandait organismes communautaires et CSS, donc organismes de première ligne, d'avoir droit au chapitre dans la répartition des budgets en santé mentale. Et il ne s'est tellement rien passé qu'on s'est sabordé nous-mêmes, comme comité. Donc, c'est pas la fête, là. C'est pas facile pour nous d'envisager la participation à un réseau où, de plus en plus, moi je le remarque, les urgences débordent. À Québec comme à Montréal, on nous invite à participer à des comités pour trouver des solutions, parce qu'en réalité, ce sont les organismes communautaires qui, les premiers, ont développé des services de crise après 5 heures, la nuit, les fins de semaine, des maisons d'hébergement transitoire, qui sont finalement des alternatives à l'urgence psychiatrique. Mais on nous invite, mais quand on regarde les papiers, quand on regarde les documents, on n'existe plus. On peine à indiquer le mot « organisme communautaire ». On dirait que ça fait mal aux mâchoires des gens. Puis là, on nous dit « Ah, ben on est désolé, il n'y avait plus de place dans la case ».
hey, il n'y avait plus de place dans la case. C'est très difficile pour nous autres. C'est un net recul depuis 5 ans au niveau de notre participation au réseau, ce qu'on appelle local de service, ou notre reconnaissance. C'est qu'on participe, c'est qu'on fait du 24/7, c'est qu'on a des équipes de crise, c'est qu'on sue sang et eau là, pour ce réseau-là. Mais notre reconnaissance, de plus en plus, elle devient très, très, très minime. Donc, c'est très difficile de participer à un réseau local de service quand vous avez l'impression que les gros partenaires de ce réseau-là, disons, discutent entre eux des choses, ont un agenda, puisqu'ils se voient, puisqu'ils sont dans les lieux de répartition budgétaire. C'est qui décide des budgets? C'est le Forum des DG, c'est les psychiatres par leur organisation, et après ça, s'il reste quelque chose, on vous appellera. Donc, une espèce de logique j'appelle ça de la darwinisation du réseau, la chaîne alimentaire, de la grosseur de nos organismes fait en sorte que ça fait très bien d'aller consulter le réseau local de services 1 fois par année, 2 fois par année, mais pour nous qui sommes sur le terrain, on est, puis je parle de 40 organismes communautaires à Québec, il y a vraiment une morosité, là. Houston, on a un problème, là. Houston, on a un problème, puis un sérieux problème. La pratique intersectorielle, ça ne m'apparaît pas être quelque chose qui est développé au Québec beaucoup, dans toutes les sphères, on va se le dire comme ça. Peut-être qu'on pourrait se donner la chance de réaliser un certain nombre de projets. On a pris ce beau risque-là à Pêche de travailler avec les CSS de la région de Québec et des groupes d'utilisateurs de services en santé mentale dans un projet qu'on appelle le Plan novateur en santé mentale. Et ça a été l'occasion d'expérimenter la rencontre de nos réseaux locaux de services. Et c'est assez brutal, disons ça comme ça. Choc de culture, façon de travailler par rapport à l'innovation qui est différente. C'est qu'actuellement, en santé mentale, les instituts, tout le monde parle de données probantes, de pratiques innovantes et tout ça. Mais les pratiques innovantes, actuellement, viennent bouleverser la façon de faire en santé mentale. Bon, prenons par exemple le modèle des forces, le Strange Model, qui est un modèle développé aux États-Unis depuis 20 ans, mais qu'on a appliqué ici au Québec, et Pêche est un des organismes qui fait la promotion de ce modèle-là, qui vient changer et la façon de tenir des dossiers et la façon d'intervenir avec les gens, puisqu'on met l'accent sur les rêves, les aspirations, les intérêts des personnes, plutôt que les diagnostics. Tout le monde veut acheter ce modèle-là en disant « Hourra, hourra, c'est l'innovation, on va travailler avec vous autres ». Un des problèmes qu'on a, c'est quand on vient à appliquer des modèles novateurs comme ça, il y a non seulement un choc de culture, mais une résistance énorme des C3S à changer la pratique. Parce que si on change la pratique, il faut parler à l'archiviste par rapport à la prise de notes, l'archiviste ne veut pas bouger. Ça crée une cascade de réactions et de résistance qui fait en sorte qu'on tire sur le messager. Tout le monde veut l'innovation, mais tout le monde veut, c'est comme la chanson, hein, tout le monde veut mourir. Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Mais lorsque c'est le temps d'appliquer ces pratiques-là, là, à ce moment-là, on assiste à quelque chose qui me dérange beaucoup. C'est qu'on se dit, on va s'en faire un modèle des forces pour notre réalité. Wow! C'est qu'on est en train de vider l'innovation de sa substance pour dire, mais comme on ne peut pas changer nos façons de faire dans les CSSS, parce que votre modèle suppose qu'on travaille autrement, qu'on travaille davantage dans la communauté, qu'on prend des risques beaucoup plus grands à l'égard, par exemple, des personnes utilisatrices qui disent « Moi, je vais aller rester en logement, je suis dans une ressource intermédiaire, je vais aller rester dans un logement. » Nous, on va suivre ce plan de match-là avec la personne. Là, ça dérange les façons de faire et à ce moment-là, on crispe puisqu'on dit « On va se faire un modèle qui correspond à notre réalité. » L'innovation, il y en a une, il n'y en a pas 10. Si vous prenez une innovation, vous la videz de son contenu, à un moment donné, là, ce ne sera plus une innovation, mais on va dire... Donc, on a l'impression un peu qu'on est vampirisé dans un système comme ça. On prend le meilleur de ce que vous avez, on part avec, on le change dans la réalité des faits, et ensuite, on dit, nous aussi, on travaille avec le modèle des forces. Et moi, je trouve que ça pose des questions éthiques très, très graves. Ceci dit, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas possible de travailler avec les C3S. Au contraire,
dans la région de Québec. On travaille avec un CSS très enthousiaste à l'idée d'un centre de rétablissement qu'on va développer l'année prochaine. Il y a des gens qui désirent, des gens de CSSS, des gestionnaires qui désirent changer la façon de faire. Mais ça suppose un espace de parole, un espace démocratique, un espace de remise en question. C'est-à-dire sortir du livre, là. Sortir de cette idée que tous nos problèmes vont être résolus par une approche statistique, par une approche de reddition de comptes. Il faut aller vraiment cerner les besoins de nos populations. Et quand il faut inverser complètement le système, plutôt que d'être imputable, tu sais, la commission Rochon avait dit, malheureusement, c'est encore vrai, le système est imputable au système. Il n'est pas imputable aux citoyens. Et c'est encore ce qu'on vit de façon plus rugueuse, de façon plus évidente depuis 5 ou 6 ans. Alors, c'est très important de partir de la réalité des gens qui vivent les problèmes et de leurs représentants. Puis à ce moment-là, on va façonner un système de santé mentale qui va être beaucoup plus près des besoins des gens. On va désengorger les urgences, puis c'est possible de désengorger les urgences. C'est possible de réaliser les rêves qu'on a en santé mentale pour peu qu'on remette en question un certain nombre de choses, tu sais. On a un peu l'impression depuis 5 ans que l'agenda est dicté par le cabinet du ministre de la Santé, il est dicté par ce qui se passe au niveau des directeurs des C3S, mais c'est un peu normal parce qu'ils sont entre eux. C'est comme si, lorsque vous n'êtes jamais là où les décisions se prennent importantes, c'est normal un petit peu qu'on vous oublie, c'est peut-être ça. Mais en même temps, les rapports de force, je ne suis pas en train de dire que les rapports de force qui font que notre système de santé est ce qu'il est vont changer demain matin, là. Mais j'aurais cru et je crois encore que si on fait des choix un petit peu plus démocratiques, un petit peu plus ouverts sur des modèles différents, on va réussir à désengorger nos urgences. C'est pas possible qu'on utilise toujours depuis 30 ans les mêmes solutions, les mêmes problèmes. Tu sais, développer des ressources intermédiaires, développer des RI pour désengorger les urgences, ça ne marche pas. Puis on continue de développer les mêmes solutions tout le temps. Et nous, on est aux tables je pense que ça fait 20 ans que je dis les mêmes choses. Ça fait 10 ans que certains personnages disent qu'il faut renforcer les services de proximité de première ligne. La commission Claire l'a dit. Il y a des tas de rapports qui l'ont dit. Force est de constater que politiquement, cette décision-là de mettre plus de budget en première ligne, elle ne se prend pas. Il n'y a personne qui ose la prendre parce que les lobbies sont très, très forts derrière. C'est parce qu'à un moment donné, c'est un piège à con, là. Je veux bien qu'on soit dans un réseau local de services, mais si, dans les faits, et c'est un peu ce que les 40 organismes communautaires de Québec réalisent, c'est qu'on en a marre de discuter des mêmes problèmes puis d'apporter les mêmes solutions qui ne fonctionneront pas. Mais il faut vraiment être capable d'innover, de se remettre en question vraiment. Et je vous dirais, moi, depuis les 5 ou 10 dernières années, ça a été possible de faire de l'action intersectorielle, mais pas avec le réseau de la santé. Ça a été possible avec le service policier de la Ville de Québec. Ça a été possible avec l'OMHQ de Québec. C'est possible avec le réseau judiciaire et correctionnel. Je pourrais vous donner un tas d'exemples concrets de ça. Mais le réseau le plus difficile à faire bouger, c'est le réseau de la santé. C'est paradoxal, mais c'est ça. Alors moi, je pense qu'il faut vraiment mettre en chantier au niveau des observatoires, au niveau de... C'est vraiment quelque chose qu'il faut se remettre en question. Et on discutera tantôt de comment on pourrait faire ça. Il y a des solutions à tout ça aussi, là. Je fais un constat peut-être un peu brutal de certaines choses, mais je crois vraiment qu'il y a des façons de changer les choses de façon graduelle. On pourrait se donner un programme que d'ici 5 ans, on change vraiment les choses. Des exemples de collaboration entre le réseau communautaire et de la santé qui ont donné des résultats intéressants. Il y a eu une amorce intéressante de changement de pratique dans le cadre de ce qu'on appelle ici à Québec le plan novateur en santé mentale, où on a accompagné la sortie d'une quarantaine de personnes de l'Institut de santé mentale dans la communauté. Des gens qui avaient plus de 15 ans d'hospitalisation. On a créé une équipe régionale qui est une équipe mixte, faite d'intervenants des CSSS et de pêche comme organisme communautaire et d'une représentante des groupes d'utilisateurs de services en santé mentale.
Ça a été une opération, quoique difficile sur le plan du choc culturel, sur le plan des pratiques, sur le plan de la difficulté de remettre certaines choses en question. On peut dire qu'on a réussi à permettre à 40 personnes de vivre une meilleure vie dans la communauté, une vie un petit peu plus citoyenne. Ce que ça a posé aussi comme réalité, comme problème par rapport à nous, comme organisation locale de services, c'est que les CSS ont manifesté, parce qu'il y a deux CSS dans ce projet-là de Québec, ont manifesté l'intérêt de poursuivre un co-développement, de poursuivre ce que cette espèce de nouvelle pratique-là, parce qu'il faut dire que c'est pas c'est très rare. Moi, je pense qu'en 30 ans, c'est une des premières fois, je pense, qu'on a accepté de mettre ensemble les gens au quotidien, s'entend, les gens des CSS, des intervenants, puis les gens des organismes communautaires, des utilisateurs. Et ce que ça pose comme défi pour l'avenir, c'est très, très clair, c'est comment on pourrait apprendre à mieux travailler dans un processus d'organisation locale de services sans qu'on sente que la pression des gros partenaires sur le plus petit résulte dans un passage difficile pour le plus petit partenaire parce que dans notre réalité de tous les jours, les organismes communautaires, on a moins de reddition de comptes à faire. C'est plus facile de tourner, on dit souvent, on tourne sur un dissous. C'est plus facile. T'sais, on a un peu l'impression que les CSSS, c'est des paquebots là, qui sont difficiles à tourner. Donc, il y a vraiment, on est à la croisée des chemins. Là. Ceux et celles qui l'ont essayé, à un moment donné, on ne peut pas forcer l'amour entre les partenaires. Il faut vraiment qu'on ait... on soit capable de réaliser 3 conditions pour que les projets fonctionnent dans une approche intersectorielle. La première, c'est qu'il y ait une confiance entre les partenaires. C'est fondamental, la confiance. C'est pas toujours facile à installer. On l'a vécu dans le plan novateur. Il y a une compétition, hein? Une compétition qui est là dans le réseau de première ligne, intrinsèque depuis 30 ans, entre les établissements et les organismes communautaires. On se regarde un peu comme des chiens de faïence, là, puis on se dit, ben, mon père est plus fort que ton père. Donc, c'est difficile à défaire. Donc, il y a une rivalité pour les mêmes budgets, mais il faut passer par-dessus ça et vraiment créer un climat de confiance qui n'est pas facile, mais qui est peut-être possible avec certaines personnes, dans certains projets, à certains moments. Parce qu'il faut éviter vraiment, je trouve, d'appliquer les mêmes recettes partout, tout le temps, dans les mêmes projets, parce que ça a fonctionné dans un projet, on fait du copier-coller de ça, puis on va dire, on va faire la même chose à Laval, on va faire la même chose à Gaspé. Ça, vraiment, il faut éviter de faire ça dans l'action intersectorielle. La deuxième condition, c'est une vision partagée, une vision commune des acteurs. Si il y en a un qui va complètement à gauche puis l'autre complètement à droite, puis on n'a pas un commun dénominateur qui permet au niveau des pratiques de dire bien, on va agir là-dessus. Vous savez, tout le monde souffre dans l'innovation. À Pêche, ça a pris au moins 5 ans avant de changer notre paradigme d'intervention d'un modèle communautaire qui était déjà intéressant, je pense, vers le modèle des forces. On a souffert. Je peux vous dire qu'il y avait des résistances à l'interne. Mais si on n'accepte pas d'avoir dans nos organisations CSSS ou autres, cette même souffrance-là. Donc, si on n'ouvre pas davantage sur la possibilité que les intervenants de terrain prennent des risques, gèrent des risques, on n'arrivera pas à changer, ou du moins, avec les organismes communautaires, cette vision-là ne sera pas nécessairement facile à partager. Donc, outre la confiance, outre la vision, c'est d'accepter aussi l'expertise de l'autre. Ça, c'est pas facile. Ça, c'est pas facile actuellement. Dans la course, si on veut, à la reconnaissance de nos pratiques, les CSS et les organismes communautaires de l'autre côté, il faudrait qu'on puisse accepter qu'un petit joueur, qui s'appelle les organismes communautaires, ait un caractère innovant que le gros partenaire n'a pas. Et ça, sans que ça devienne, à un moment donné, m'attendre dans le détour, mon petit maudit. C'est accepter qu'il y a un des partenaires qui a développé quelque chose qui peut être un plus pour la communauté
et accepter d'apprendre de lui. De la même façon, le communautaire pourrait accepter d'apprendre des CSS. Et à ce moment-là, on aurait des pratiques drôlement intéressantes, nouvelles. Il y a tout un chantier à développer là-dessus parce que force est de constater que depuis 30 ans en première ligne, en santé mentale, ce que je connais, il y a peu ou pas, outre des concertations, des discussions sur la circulation des personnes dans les systèmes, parce que là, évidemment, actuellement, ce qui m'inquiète, c'est que le credo de la hiérarchisation des services, c'est le bon patient, le bon client, dans le bon service, à la bonne heure, avec le bon intervenant, bon, etc., etc. Moi, là, je suis très préoccupé par ça. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas tellement. Je sais bien qu'il faut organiser les services, mais ça me fait penser à la bonne boîte de conserve sur le bon rayon du maxi, le jeudi matin, quand le consommateur est prêt. C'est du just in time. C'est une vision. Les êtres humains ne sont pas des boîtes de conserve. Et moi, je m'inquiète beaucoup de ce qu'on hiérarchise des affaires qui, finalement, impacte beaucoup sur la hiérarchisation d'une organisation sur l'autre. On a vraiment une vision très hiérarchique dans notre réseau qu'il faut repenser, selon moi. Puis je me dis que la bonne personne à la bonne place, dans le bon réseau, force est de constater qu'à l'analyse des résultats du plan d'action en santé mentale 2005-2010, on est loin de ça, là. Et c'est peut-être parce qu'on a visé ça qu'on est passé complètement à côté de nos cibles. Je ne dis pas qu'à un moment donné, il ne faut pas une rationalisation de nos services puis des horaires qui sont clairs pour la population. Mais ça, là, la bonne personne à la bonne place dans le bon service, ça donne ce que l'on vit sur le terrain aujourd'hui. Des urgences qui continuent de déborder, une réalité communautaire, bon, par rapport à l'itinérance, par rapport à des gens qui ont des problématiques multiples qui n'est pas réglée, des listes d'attente longues, des mois durant. Les listes d'attente de première ligne sont un problème très grave au moment où on se parle, et chez nous et dans les CSSS. Si on peut parler d'expertise du milieu communautaire, elle se résumerait à une chose très simple. C'est qu'habituellement, les organismes communautaires partent de la réalité du vécu des personnes qu'elles accompagnent. Quand on parlait de déterminants de santé tout à l'heure, c'est sûr que par rapport à des pratiques où on a commencé dans le communautaire, au début des années 90, avant qu'on appelle les services SIV de soutien d'intensité variable, c'est les organismes communautaires qui ont développé ça. C'est fou à dire, mais c'est nous qui avons développé ça, les premiers. Puis c'est pas pour jouer à qui fait pipi le plus loin, là. C'est une réalité historique. Et on se rendait compte en visitant les gens qu'il n'y avait rien dans le frigo, ou qu'il y avait une caisse de 24 sur le frigo, ou qu'il y avait des éléments, des indices dans la réalité vécue par la personne dont il fallait tenir compte. Donc, il y a une pratique qui a été développée par les organismes communautaires, donc en partant des besoins des gens. Donc, c'est du bottom-up plutôt que du top-down, hein? Parce que, tu sais, si on nous dit c'est quoi les besoins par des planificateurs de services ou des ingénieurs de système, nous, on est très, très près de la communauté des gens qu'on accompagne par notre proximité de service, bien sûr, mais par nos pratiques. Et c'est là qu'à un moment donné, je pense qu'il faut faire un renversement des priorités dans nos réseaux. C'est que plutôt que de partir d'une organisation de services théorique puis d'essayer de l'implanter dans nos réalités, il faut partir de la réalité des gens. Puis là, on va avoir beaucoup d'inspiration. Par exemple, les mouvements communautaires ont développé des pratiques de soutien communautaire, mais quand vous voyez dans l'état dans lequel les logements sont pour beaucoup de nos clients, beaucoup des utilisateurs qu'on accompagne, on développe le logement social. Donc, par exemple, à Québec, on a développé le logement social conjointement avec les CSSS, bien sûr, comme partenaire, mais aussi avec l'agence. On a développé un projet qui s'appelle Clé en main, qui est un laboratoire du développement du logement social, qui est drôlement intéressant. Donc, il y a des initiatives qui sont prises comme ça. Et bizarrement, il y a des partenaires qui sont prêts à embarquer là-dedans. Les policiers, par exemple, quand on a développé le premier service de crise avec des policiers au Québec, c'est qu'on se rendait compte qu'on accompagnait, nous, des gens qui étaient judiciarisés. Puis la pire expérience qu'ils nous racontaient dans leur vécu, c'était quoi la pire expérience que tu as vécue? C'est quand j'ai été arrêté par un policier, je délirais au coin de la rue Saint-Jean et Dufresne, puis j'ai été amené en prison.
Donc, on a développé une pratique de travail de rue à partir de ça pour éviter que les policiers soient toujours confrontés à un contexte d'arrestation avec les personnes. On a développé un service direct dans l'établissement de détention, du centre de détention, pour venir en appui aux intervenants correctionnels qui sont là. Donc, ça donne une toute autre lueur, une toute autre façon d'intervenir quand on part de la base. Les défis de la collaboration intersectorielle, c'est qu'il faut vraiment, vraiment développer. Une des conditions, je trouve, préalables dans le plan novateur dont il y a eu plusieurs acteurs à Québec, c'est qu'on s'est lancé là-dedans, je pense, sans que tous les partenaires sachent dans quoi ils s'embarquaient. Quand vous n'avez jamais fait d'action intersectorielle, vous ne pouvez pas soupçonner les compétences que ça prend pour faire l'action intersectorielle. C'est pas... Il faut apprendre de nos erreurs. En tout cas, ça, c'est une des choses dont je pense qu'il faut absolument tenir compte si on ne veut pas avoir une rupture dans un réseau local de services entre le réseau communautaire et les CSS. Il faut être capable de se remettre en question, d'apprendre de ces erreurs-là, mais surtout, je pense, pouvoir être, sinon formé, instruit des réalités d'une pratique intersectorielle. Parce que ça peut être brutal. Moi, je me souviens quand on a développé les services avec des policiers, avec 800 patrouilleurs de la Ville de Québec, c'était pas nécessairement simple au début de convaincre les patrouilleurs de faire appel à des intervenants psychosociaux du communautaire. C'était très difficile. Il y a une culture qui est différente, il y a une culture paramilitaire, il faut s'ajuster à ça. Mais autrement dit, si on veut faire des projets intersectoriels entre des acteurs du réseau local de services, il faudrait déjà se former ou avoir de l'information ou ne pas lancer les organisations qui ne sont pas prêtes à faire de l'action intersectorielle là-dedans en pensant que ça va être un voyage très gentil, en décapotable, au soleil. Je pense qu'il faudrait d'abord des gens de tous les secteurs qui ont vécu des projets, qui ont réalisé des projets intersectoriels. Puis je pense qu'il faudrait à un moment donné tirer les enseignements de ça. Il y a un livre qui a été écrit là-dessus au Québec, ça s'appelle « L'action intersectorielle en santé mentale » par Dana White, Paul Morin et compagnie, qui est un petit trésor, un bijou d'expérience intersectorielle. Mais il y a énormément à faire parce qu'une pratique intersectorielle, c'est une pratique qui est sociale et politique en même temps. Et les grosses organisations ne sont pas prêtes à remettre en question des façons de faire. Et je pense qu'une des bonnes façons de renverser un peu l'idéologie gestionnaire dont je parlais tout à l'heure, c'est de redonner aux équipes terrain du pouvoir, le pouvoir de décider. Il ne faut plus que ce soit les gestionnaires qui soient au centre de ces pratiques-là. Parce qu'eux autres ont tout intérêt, pauvres gestionnaires qu'ils sont, j'en suis un, je sais bien de quoi je parle. Les statistiques, on sait très bien qu'on veut des bonnes statistiques, il n'y a pas de la malversation là-dedans, mais on a tendance à rendre le paysage un petit peu plus beau que la réalité. Donc, il faudrait qu'on se forme, il faudrait que les équipes terrain puissent prendre des risques, qu'on change la mentalité de notre réseau où à chaque fois qu'il y a un risque qui doit être pris, on dit non, 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 on ne peut pas prendre ce risque-là. On a la responsabilité populationnelle. C'est complètement paradoxal. Depuis que les CSS ont la responsabilité populationnelle, j'ai l'impression qu'ils prennent beaucoup moins de risques. Parce qu'on dit c'est nous qui sommes responsables, on ne veut pas être dans le journal. Mais oui, mais il faut gérer ce risque-là. Je veux dire, quand on gère des services de crise, quand on gère des populations qui ont des problématiques multiples, il faut s'attendre de temps en temps à voir. Parce que, un peu comme les médecins, on ne veut pas avoir sa photo dans le journal. Là. Je comprends que tout le monde ne veut pas être cité devant un coroner, mais ça va arriver. Ça peut arriver. Il faut élargir la partie de risque. Donc, ça, c'est des éléments importants, donc, de redonner. Puis que les gestionnaires supportent les équipes terrain. Et non l'inverse, je veux dire, ça sert à quoi un gestionnaire s'il ne supporte pas de façon clinique ses équipes, s'il ne permet pas à ses équipes de prendre beaucoup plus de risques et d'innover puis de se tromper. Il faut apprendre à naviguer à vue, comme disent les Italiens. Les Italiens ont fait une réforme en santé mentale très importante. Puis je ne peux pas vous le dire en italien, mais c'était vraiment « naviguons à vue, prenons des risques, essayons des choses, trompons-nous ».
espèce d'éloge de l'échec. Je suis en train presque de faire un éloge des possibilités d'échec, puis de se remettre en business ensemble, puis de dire qu'on va réussir. Mais si on n'a pas ça, c'est des conditions préalables à l'action intersectorielle. Si on est trop crispé, ça ne fonctionnera pas. Les préliminaires ne sont pas possibles. Plan novateur en santé mentale, ben c'est une idée de sortie d'une quarantaine de personnes de l'Institut de santé mentale de Québec, des gens qui sont entre 50 et 70 ans de mémoire, qui ont plus de 15 ans d'hospitalisation. Certains en ont 25 ou 30. Et puis, on a eu l'idée de créer ce qu'on a appelé un plan novateur en santé mentale, donc une équipe régionale qui était faite des organismes communautaires, Pêche en particulier, La Pure aussi, qui est une association de personnes utilisatrices en santé mentale, et 2 CSSS. Et on a dit comment pourrait-on travailler ensemble dans la perspective du rétablissement, qui est une philosophie en santé mentale qui est nouvelle, mais comment pourrait-on avoir les meilleures pratiques possibles pour accompagner non seulement la sortie des personnes qui le désiraient de l'Institut vers la communauté, mais comment on pourrait continuer après à supporter ces personnes-là. Et ça a été une réussite du point de vue, en tout cas, des utilisateurs. Ça a été, en tout cas, selon les sondages de satisfaction qu'on a passés, très probant pour les personnes elles-mêmes. Ça a été plus difficile pour les organisations entre elles qui ont présidé à la sortie de ces personnes-là. Mais c'est peut-être une amorce possible de travail en réseau local de services qu'on pourrait regarder comme étant à la fois une réussite pour les personnes utilisatrices, mais comment on pourrait mieux travailler dans l'avenir, dans la préparation des organisations à un processus comme ça, là, de mieux travailler comme organisation ensemble. Il y a énormément d'avenir. L'avenir, elle est là. Je crois que c'est par là que ça doit passer. Il faut admettre au Québec qu'on peut développer le travail intersectoriel. Bon, quand on met ensemble le réseau de l'habitation avec le réseau de la santé, c'est pas toujours facile, mais je pense qu'il faut désapprendre de nos réflexes sectoriels, hein, parce que l'approche intersectorielle, ce que ça veut dire, c'est que le réseau de l'habitation s'est dit, ben écoute, la responsabilité des gens qui ont des problèmes de santé mentale, c'est à la santé, puis ne demande-moi pas de développer du logement social. Puis inversement, si on laisse les gens développer du logement social sans supporter le réseau de l'habitation auprès des personnes qui sont là, ça ne fonctionnera pas. Donc oui, il y a de l'avenir, mais il y a de l'avenir, un avenir théoriquement intéressant. Il y a peu d'expériences qui ont été réalisées. Je pense qu'il faut développer les expériences, mais en même temps apprendre davantage sur les conditions qui permettent à un projet intersectoriel de réussir. Et ça, tout le monde peut apprendre, mais ce que ça peut vouloir dire, en tout cas, ça va demander énormément de souplesse des organisations, une capacité de remise en question de ce qu'on fait, puis en même temps, un espace de parole. La possibilité de pouvoir dire que ça n'a pas de bon sens, là, ce qu'on fait là. On devrait travailler autrement. Il y a du non-sens dans ce que l'on est en train de voir. Comment on pourrait travailler pour donner du sens à tout ça. Donc, c'est bon pour la santé mentale de donner du sens à ce qu'on fait.